Pour aborder ce sujet à la une de Smart Tech aujourd'hui, l'IA et la justice, de quelle transformation parle-t-on et doit-on parler demain? J'ai en plateau le grand plaisir de recevoir Maître Haas. Bonjour. Gérard Haas, bonjour. Avocat, coprésident de l'association Les Jurisnautes qui nous apprend justement à nous projeter sur ces enjeux du numérique. Vous débattrez de la question de l'arrivée de l'IA dans la justice avec Mathieu Quignou qui sera à distance avec nous, avocat en droit du numérique et maître de conférences. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la santé. Aujourd'hui, un salon ouvre ses portes Made in Tech. On va regarder ce qui se passe du côté de l'innovation, bien entendu, avec notre premier invité, Samuel Lerman. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous faire découvrir un nouveau robot, capteur d'émotion, créé donc par 3 élèves de Centrale Supélec, dont vous êtes. Vous êtes, vous, plus précisément, donc ingénieur spécialisé en développement logiciel et interface. Et ce robot, il s'appelle Emobot. Plus qu'un robot qui capte des émotions, c'est un véritable dispositif médical. Alors c'est en cours. Ouais. C'est en cours de certification. C'est ça. Alors je peux peut-être un peu reprendre depuis le début et puis vous alors oui, alors simplement juste pour dire de quoi on parle. Donc dispositif médical demain, capable de détecter et de suivre des troubles neuropsychiatriques comme la dépression ou l'anxiété. Vous étiez présent au CES de Las Vegas cette année. Vous avez obtenu un prix d'ailleurs. C'est ça. La 2e place. Quelle est l'originalité de votre dispositif ? Alors l'originalité, c'est que alors déjà c'est un produit, c'est on va dire le premier produit, vraiment la première technologie qui est développée à destination des personnes âgées pour suivre leurs émotions en continu, de façon à détecter des signes avant-coureurs de dépression et d'anxiété. Donc voilà, c'est vraiment, on essaie de c'est le premier en France, mais c'est quand même pas le premier dans le monde. C'est le premier en France. Alors vraiment une technologie comme ça qui vient s'installer et puis suivre les émotions en continu, on va dire que c'est vraiment la première dans le monde. On a des concurrents qui sont nord-américains, comme Kintsugi Health ou Ellipsis Health, eux qui font du diagnostic de la dépression, de l'anxiété, avec la voix, des échantillons de voix de 90 secondes de 60 à 90 secondes, de façon à, on va dire, déterminer un score qui représente la dépression ou l'anxiété. Mais ça, voilà, ça va se faire de manière ponctuelle et ça va être notamment utilisé dans des call centers où les gens appellent pour dire je vais pas très bien, et donc pour faire, on va dire, quelque chose qui s'appelle le triage. C'est l'équivalent, on dirait, d'un tri, on va dire, à l'entrée directement. Voilà, cette personne, elle est peut-être en dépression ou anxieuse, on va la rediriger vers telle personne. Mais y compris en France, moi j'avais découvert un robot qui prenait des nouvelles, alors c'était aussi un chatbot finalement, qui prenait des nouvelles régulièrement de la personne accompagnée. Ouais. Non, totalement. Alors, là, ce qui différencie, c'est quoi ? Ce qui différencie, c'est que c'est une analyse qui va être passive, une IA qui analyse automatiquement les émotions à travers les expressions faciales. Donc nous, c'est une IA qu'on a développée en collaboration avec un laboratoire de recherche de Centrale Supélec qui s'appelle EMAC, d'ailleurs, dont le directeur est cofondateur aussi d'Emobot. Et donc eux travaillent depuis 15 ans sur l'IA appliquée à l'analyse d'émotions. Donc nous, voilà, c'est un peu une application. On a développé notre propre intelligence artificielle, entraînée sur des bases de données open source qu'on a agrémentées aussi de nos propres données. Et puis voilà, donc c'est vraiment cette application, on va dire. Donc vous avez travaillé comment, avec qui pour élaborer cette base de données ? Alors, pour élaborer cette base de données, donc la base de données est publique. Parce que c'est toute la difficulté, ça, c'est d'avoir suffisamment d'échantillons, je dirais, représentatifs pour que votre algorithme soit pertinent. Tout à fait. Mais l'analyse d'émotions, c'est quelque chose en recherche qui se fait depuis très longtemps. On a des bases de données qui sont énormes, qui sont très représentatives aussi d'une population, avec des profils divers, des enfants, des personnes âgées, des personnes d'ethnies différentes. Voilà, des bases de données déjà existantes que nous, en plus, on a agrémentées en faisant des campagnes, on va dire, de recueil de données en allant dans les EHPAD, parce que nous, on vend notre robot, en fait, au groupe d'EHPAD. Donc le robot est positionné dans la chambre d'une personne. Il analyse en continu son état émotionnel, de façon à détecter en amont des signes avant-coureurs de dépression, d'anxiété, et prévenir le personnel soignant de l'EHPAD, par exemple. Ça veut dire qu'il faut que la personne, le patient qui est suivi, se présente devant la caméra à des heures fixes. Pas forcément. En fait, le robot est positionné dans un coin, par exemple. La personne n'a rien à faire. C'est une analyse qui est passive. Et avec l'angle de vue, en fait, comme il est positionné dans un coin, il a un angle de vue nécessaire pour capter, on va dire, la personne toute la journée quand elle est dans sa chambre. Et donc, on a à peu près 3-4 heures d'acquisition par jour, qui sont en fait des durées d'acquisition significatives pour nos algorithmes, pour permettre à nos algorithmes de détecter ces signes avant-coureurs de dépression. Et c'est uniquement la lecture des émotions sur le visage,
ou vous repérez aussi le déplacement, puisque si vous me dites que c'est dans un coin de la pièce, on peut voir aussi la personne qui se lève, la manière dont elle se déplace. Tout à fait. Alors non, pour l'instant, c'est les expressions faciales et la voix. On est en train de mettre ça en place, justement pour avoir une analyse plus profonde et plus, plus profonde de l'état émotionnel. Aussi à savoir... Est-ce qu'il faut qu'elle apprenne de la personne elle-même? Est-ce que c'est un algorithme qui apprend? Alors, c'est un algorithme. On va pas dire que c'est un algorithme qui apprend nécessairement, mais on va dire qu'il y a une période de calibration, les premiers jours, où l'algorithme, on va dire, va se baser sur les émotions de la personne. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les tendances, comment son état va s'améliorer ou au contraire se dégrader. Et ça, ça, on le fait à partir d'une phase de calibration de quelques jours, et on repère en fait les différences dans les émotions de la personne. Donc il y a une phase d'apprentissage du côté de l'algorithme, du robot. Est-ce qu'il y a aussi donc une phase d'apprentissage pour le patient? Est-ce qu'il doit appréhender d'une certaine façon la présence nouvelle de ce robot? Comment est-ce que vous lui présentez? Alors, d'une certaine façon, nous, on s'était posé la question, mais c'est vrai que l'acceptation s'est fait plutôt naturellement. Nous, on l'a présenté, on allait voir les personnes. En fait, les premiers déploiements qu'on a réalisés, on allait voir les personnes, leur demander évidemment si elles étaient consentantes et qu'elles voulaient bien utiliser le robot. Et au final, dans le temps, on a relancé, on va dire, des campagnes de feedback où on a pu recevoir les feedbacks du fait que ça ne les dérangeait pas. Ces retours alors du terrain? Les retours, c'est que globalement, le robot ne dérange pas. Enfin, les aides-soignants disent ça fait partie des meubles en fait à la fin. C'est là. C'est dans la chambre, on s'y habitue. Ça fait pas forcément peur. Ça fait pas. C'est pas forcément non plus si intriguant que ça, comme on l'aurait pu imaginer. Il n'y a pas d'interaction avec le robot? Il n'y a pas d'interaction à l'heure actuelle. Non. Parce que on connaît le livre de Laurence de Villers qui travaille beaucoup sur ces sujets éthiques autour des robots émotionnels, où il y a le sujet d'être trompé par une machine qui simulerait des émotions. Tout à fait. Là, on n'est pas dans ce type de relation. On n'entretient aucune relation. C'est une caméra de vidéosurveillance, finalement, qui peut sonner l'alerte si elle détecte des signes d'anxiété. C'est ça, on va dire que c'est alors une caméra intelligente dans ce cas-là qui permet de repérer l'état d'une personne, l'état émotionnel, et puis de lancer des alertes, tout à fait. Mais de façon passive et objective. On essaye d'intégrer le moins de biais possible dans l'analyse, en fait, justement par le fait que, comme vous dites, on peut être trompé, le fait de savoir la présence d'un robot peut nous faire changer notre état ou ce genre de choses. Là, vraiment, l'idée, c'est que ça soit discret et que la personne s'exprime de façon... Et sur ces questions éthiques, je vous ferai réagir aussi, Maître Haas, bien sûr. Comment ça se passe avec tout le personnel soignant ? Comment ça se passe avec tout le personnel soignant? Ils réagissent vraiment très bien. C'est-à-dire que c'est eux, d'ailleurs, qui utilisent l'outil, en particulier la psychologue et l'animatrice et l'infirmière coordinateur, par exemple. Enfin, en général, dans les EHPAD. Les aides-soignants ont accès à la plateforme pour voir les données en un clin d'œil, voir si telle personne, justement, son état s'est dégradé depuis une semaine. Et puis... Pas trop de fausses alertes? Pas trop, pour l'instant, on n'a pas eu de fausses alertes. Non. On a eu des données corrélées. On a fini nos essais précliniques dans 2 EHPAD du groupe Bridge, en Normandie, où justement on a eu des résultats très corrélés au retour de la psychologue sur l'état des personnes. Et là, vous allez déployer d'autres essais cliniques? On va déployer cette année, ouais. Tout à fait. Là, on va lancer des études cliniques dans le but de devenir dispositif médical à l'horizon 2025. Ça sera une étude clinique qui durera à peu près 9 mois. Et on va la lancer cette année. On va la financer elle sera cofinancée, mais financée en partie par nous-mêmes. On a un avocat spécialiste en droit du numérique qui se projette dans le futur au quotidien. Une réaction sur ce genre de dispositif? Alors d'abord, oui, merci. D'abord, c'est une démarche qui est faite de manière volontaire. Donc entre le sujet et la caméra et l'EHPAD, il y a déjà quelque chose qui est fait de manière volontaire. Deuxièmement, on est sur un détecteur de comportement qui voit des données sensibles. Donc il doit y avoir une mise en conformité qui a dû être faite, des études d'impact qui sont mises en place. On a la problématique de la reconnaissance faciale, parce que finalement, derrière ça, il y a cet enjeu. Et c'est à l'heure actuelle, si vous voulez, sous réserve. C'est-à-dire que les process ne sont pas certifiés, conformes. Donc, il y a des études qui sont faites autour de ça. En revanche, il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir des signaux d'alerte pour les comportements des personnes. Et donc, c'est quand même un plus dans la lutte contre la dépression et pour les personnes âgées. Et là aussi, c'est un vrai phénomène, on le voit surtout au Japon aussi, sont rassurés de savoir que, en fait,
elles peuvent donner alerte et elles auront des réponses. Et est-ce que c'est plus difficile à déployer ce dispositif médical en France, en Europe, qu'ailleurs à l'étranger? Vous étiez au CES de Las Vegas, vous avez vu vos concurrents américains? Oui, tout à fait. Alors oui, c'est plus compliqué d'avoir la conformité européenne, en tout cas sur le plan dispositif médical, que la FDA approval, qu'on compte aussi avoir en 2026. D'accord. C'est ça. Juste après, en fait, c'est plus facile d'avoir la FDA approval si on a déjà en fait une certification, marquage CE, dispositif médical. Donc vous attaquez au plus difficile pour après pouvoir on est déjà essaimer sur le marché mondial. Très bien. Merci beaucoup Samuel Lerman. Vous pourrez vous aussi réagir après la discussion. On va partir sur notre Tech Talk autour de l'IA qui arrive dans la justice.